Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Je viens de me faire envoyer chier par une éditrice. En fait, j'ai reçu une offre de la part d'une maison d'édition. Et en fait, le temps que je puisse me concentrer sur le contrat qu'elle me proposait, sur les possibilités, etc. Enfin bref, que je me renseigne sur un peu tout. Je me suis dit, je vais aussi relancer les maisons d'édition qui ne m'ont pas encore répondu. Lorsque j'étais en maison d'édition, c'était quelque chose qui se faisait. On en recevait énormément. Et au contraire, en fait, ça nous faisait gagner du temps de savoir qu'une personne avait déjà reçu une offre. Alors soit on mettait son manuscrit en priorité, soit on leur disait qu'on n'avait pas le temps et du coup qu'on était obligé de refuser. Et bref, en général, on était très contents pour les autoristes qu'ils aient trouvé enfin une maison d'édition qui leur corresponde. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail de relance en disant blabla, j'ai reçu une offre pour tel livre, blabla, je vous avais envoyé le manuscrit, est-ce que vous avez le temps d'y jeter un œil ou pas? C'est les grandes lignes, hein. J'ai envoyé un mail un peu plus construit et un peu plus professionnel également. Et donc j'ai reçu plusieurs messages, enfin plusieurs mails, de maisons d'édition qui me disaient merci de les avoir prévenus pour éviter de le lire plus tard pour rien. Merci, bravo, etc. Enfin bref, que des trucs comme ça. Ou alors on a le temps, on va le mettre en priorité dans nos piles. Bref, que des réponses relativement standards. Et là j'ai reçu, et ça se lit tellement c'est drôle. Donc la personne me dit, cher écrivain, donc déjà une personne qui présuppose de ton genre en 2023 par mail, moi ça me termine. Ce n'est pas élégant d'envoyer son propre manuscrit à plusieurs maisons d'édition en même temps. J'ai jamais souhaité être élégante et j'ai... si ça se fait. En fait, tu sais, genre t'imagines, tu postules à un job. Oh bah non, je postule que à Intermarché en même temps parce que Leclerc sinon va pas être content. Bah non, wesh, en fait t'as besoin de taf, tu sais. Bref, ce n'est pas élégant d'envoyer son propre manuscrit à plusieurs maisons d'édition en même temps. Je n'apprécie pas non plus de nous obliger à vous répondre dans un délai si court, comme si nous, les éditeurs, n'avions pas d'autre chose à faire que de nous occuper de vous écrire, sans d'ailleurs que vous ayez pris le soin de lire un de nos livres et même de le feuilleter. Puisque vous ne connaissez pas les civilités les plus élémentaires adaptées à la correspondance avec une maison d'édition, je peux déjà deviner la qualité de votre manuscrit. Cordialement, le nom de l'éditrice. Alors dans ma vision du monde du livre, en fait, il n'y a pas les maisons d'édition et nous les autoristes qui sommes en train de gratter et de supplier pour être publiés. Personnellement, en fait, c'est un travail, c'est-à-dire que même quand je cherche un job alimentaire, parce que, quand je fais du ménage dans des hôtels ou quand je suis vendeuse ou autre ou caisse, je cherche une entreprise dans laquelle je me sens bien. Parce que justement, c'est déjà un travail pénible et du coup, j'ai envie d'avoir des conditions de travail les meilleures possibles en fait. Et ben là, c'est pareil en fait. Je sais que c'est difficile de trouver un contrat d'édition. Je sais que c'est hyper rare. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je préfère 100 fois ne pas être édité ou prendre du temps à être édité et avoir une équipe qui me correspond, une maison d'édition qui me correspond, plutôt que d'avoir des gens comme ça avec qui, au bout de 2 mails, ce serait l'enfer au quotidien. Et puis, justement, tout le monde, alors on n'envoie pas son manuscrit à 50 maisons d'édition en même temps, mais tout le monde l'envoie à 6 ou 7 maisons d'édition en même temps. Les agentes littéraires que j'ai rencontrées me l'ont conseillé. En maison d'édition, il y avait plein d'auteurs qui nous le disaient en amont, parce que c'est normal, en fait ton livre peut correspondre à plusieurs lignes édito, c'est normal. Ensuite, il y a plein de choses qui vont pas. Me dire que je les oblige à répondre, non, c'est une relance justement. Tu réponds ou tu réponds pas, ou tu dis que t'as pas le temps, il n'y a pas de souci. Ensuite, comme si nous, les éditeurs, n'avions pas d'autre chose à faire, bah écoute, si tu as un travail à part entière, mais ton travail en partie c'est de faire le lien avec les autoristes. Donc au bout d'un moment, j'ai le droit de t'envoyer un mail, au pire tu me réponds pas, tu sais. Et encore une fois, on parle pas de harcèlement, je lui ai envoyé mon manuscrit il y a des mois et je lui ai pas relancé depuis, et là je lui préviens donc que j'ai un truc. Ensuite, je sais pas d'où ça sort le fait que je n'ai jamais lu un livre de leur maison d'édition. C'était pas mentionné dans mon mail, je sais pas d'où ça sort et en plus c'est faux, mais bon bref. Et ensuite, lier mon mail à la qualité de mon manuscrit, bon bref, c'est du pipi caca au niveau intellect, mais bref. Enfin, la cause à effet, je la vois toujours pas. Et ensuite, puisque vous ne connaissez pas les civilités élémentaires adaptées à la correspondance avec une maison d'édition, eh bien si, je les connais et n'importe qui a le droit de communiquer. Et en fait, tout le monde est qui il est. Moi, si j'ai envie de te relancer une fois, j'ai le droit. Les personnes qui te relancent 50 fois que ça te saoule, t'as le droit de leur dire. Mais je t'ai pas manqué de respect, je t'ai dit bonjour, je t'ai dit cordialement, je t'ai dit comment ça va et machin et truc. Enfin, c'est bon quoi, tu veux pas non plus... Enfin, vraiment là, elle a fait un mail d'une personne qui s'estime là-haut, Jean-Michel l'élite, et toi, Jean-Michel sous-merde, qui ne sait pas de quoi elle cause, parce que, oh mon dieu, le monde du livre est absolument élitiste et merveilleux. Donc j'ai pris le parti de lui répondre, parce qu'il y en a plein qui disent oui mais tu lui donnes du grain à moudre et oui machin. Oui bah en fait moi au bout d'un moment je n'accepte pas qu'on me parle comme ça, quand bien même on ne travaille pas encore ensemble en fait. Si t'es pas d'accord avec moi, il y a pas de souci. Si t'as pas envie de bosser avec moi, il y a pas de souci. Mais juste tu le dis et t'envoies pas ce genre de mail. Donc j'ai répondu, alors au début je voulais faire du passif agressif et au final je trouve ça
pas professionnelle. Et justement, si elle se croit là, moi j'avais envie de lui montrer que moi j'étais là et que justement je connaissais les règles essentielles du professionnalisme pour envoyer un mail. Donc je lui ai envoyé: bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai moi aussi travaillé en maison d'édition et c'est quelque chose qui ne nous dérangeait pas. Au contraire, cela nous permet de relancer les manuscrits que nous avions mis de côté ou de prioriser. Et nous étions les premiers à encourager les autoristes à envoyer dans les quelques maisons d'édition qu'ils pensaient correspondre à leurs manuscrits. Comme lors d'un entretien d'embauche, on ne postule pas qu'à une seule entreprise à la fois. Parce que oui, je vous ai pas dit, j'ai aussi été stalkée et c'est clairement Jean-Michel Paris 16e, donc quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir de travail. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, envoyer son manuscrit c'est comme un entretien d'embauche en fait. Tu espères avoir du travail à la clé, tu espères que ton livre sera vendu. Parce que tu as fait du travail et tu as envie d'être rémunéré pour, donc si tu es en train de postuler en fait. Enfin, c'est comme si elle te disait que tu avais le droit de postuler qu'à une seule entreprise à la fois. Bah putain, nos loyers ils seraient pas prêts d'être payés hein. Les relances ne sont pas non plus un problème à mon sens, au contraire cela permet de prévenir, d'être transparent et aussi d'éviter pour vous de lire un manuscrit pour rien si vous n'avez pas le temps dans les semaines à venir. Aussi en maison d'édition nous recevions des emails lorsque les manuscrits étaient acceptés ailleurs. Ces emails rendent service aux deux parties, c'est la même chose pour le délai. Une relance qui ne pourra avoir de réponse pendant des mois bloque les démarches de l'auteur. Lors de l'envoi de mes romans, j'ai toujours eu des réponses très positives d'éditeurs me spécifiant ne pas avoir le temps avant le délai, mais qui étaient ravis que j'ai trouvé une maison d'édition. C'est la raison pour laquelle votre réponse me surprend. J'entends tout à fait que nous n'avons pas le même discours, c'est la première fois que j'entends un discours comme le vôtre et en prends bonne note. C'est toujours agréable d'avoir les opinions de tout le monde, donc merci d'avoir pris le temps de m'expliquer cela. Bonne soirée à vous, Madame Safar. PS, je continuerai de lire vos livres. Bon, la fin est clairement hypocrite, mais je pensais qu'elle allait le comprendre en fait. C'est la version polie de tu commences à me casser les couilles, mais elle ne l'a pas comprise. Parce qu'elle m'a renvoyé, donc sans bonjour, sans merde, plusieurs jours plus tard. J'ai été trop sévère avec vous, je vous prie de bien vouloir me pardonner, merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Bon, soit. Et après, elle me renvoie, enfin, la suite. Toutefois, ne soyez pas trop précipités pour publier avec la première maison d'édition qui vous répond. Cela n'est pas le bon critère pour choisir la qualité, bien à vous. Donc la meuf m'envoie chier, s'excuse, mais trouve encore le moyen d'être maternaliste as fuck en me disant oui mais bon faites pas ça hein. Parce que tu vois genre en plus elle croit que j'ai choisi, enfin déjà d'une j'ai pas parlé du contrat avec la maison d'édition, j'ai pas nommé la maison d'édition, enfin bref plein de choses, donc du coup elle sait même pas si j'ai accepté, si machin, si truc, et du coup elle présuppose que j'accepte parce que c'est la première à me répondre. Bah non, j'ai déjà refusé 3 contrats d'édition en fait par le passé, parce que ça me correspondait pas, parce que j'avais envoyé des manuscrits et en fait finalement soit la personne en face me correspondait pas, soit le contrat ne m'allait pas du tout, soit c'était une maison d'édition à compte d'auteur camouflé, enfin plein de choses comme ça, et du coup... Enfin non en fait. Si je te dis que j'ai travaillé en maison d'édition, c'est que déjà je connais la chaîne du livre. Et quand bien même tu ne travailles pas en maison d'édition, merci de nous prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on t'envoie un manuscrit qu'on est genre en tant qu'autoriste aux abois, tu sais. Enfin faut redescendre un peu. Il y a les maisons d'édition, les auteurs et ensemble ils travaillent, ils peuvent créer quelque chose. Enfin faut arrêter de voir le monde comme ça. Il y a très peu de maisons d'édition qui continuent de fonctionner sous ce schéma là parce que c'est ridicule en fait. En parlant de bougonnerie, je vous ai préparé quelques lectures aussi que je n'ai pas aimées dernièrement ou que je n'ai pas terminées. On va pouvoir parler de ceci. Donc pour replacer le contexte, avant je bossais en médiathèque et en fait il y a comme en maison d'édition des pilons. C'est-à-dire que quand les livres ne servent plus, que ce soit en maison d'édition ou en médiathèque, ils sont détruits. En fait ils sont pas revendus, ils sont pas donnés parce qu'il y a une législation etc. et c'est chiant. Bref, les pilons sont en fait mis à disposition des salariés et tu peux te servir. Donc moi j'en ai déjà pris plusieurs, que soit j'ai offert à des gens, soit que j'ai gardé, enfin bref, et du coup, bon bah ils sont toujours estampillés médiathèque, mais en gros ils sont marqués avec un gros pilon dessus, comme ça. Attends, j'essaye de pas vous montrer, ah, j'y arriverai pas, je voulais pas vous montrer la médiathèque dans laquelle je travaillais, mais bon bref. Et du coup, tu vois, ils peuvent être abîmés par des enfants, enfin il y a plein de choses qui peuvent être pris en compte. Et du coup j'avais choisi celui-ci, Kariba, je vais te lire la 4e. Habitant sur les rives du fleuve Zambèze, Sikou est sans nouvelles de son père depuis que celui-ci est parti travailler au grand barrage de Kariba, un chantier colossal qui recrute de la main-d'œuvre dans toutes les régions. Pour le retrouver, Sikou décide de remonter les flots périlleux du Zambèze avec l'aide d'Amadeo, le fils de l'ingénieur en chef de Kariba. Leur voyage aux sources de ce fleuve légendaire se confrontera à des pirates, des capitalistes, des affabulateurs ou de sombres magiciens. Mais il va également mener Sikou au plus près des secrets enfouis de ses origines. Donc les auteurs sont originaires d'Afrique du Sud, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors en vrai les illustrations sont dingues. Je vais essayer de vous trouver une planche parce que moi je les trouve sublimes. Hop.
Alors, moi c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup, très sombre mais avec des couleurs très subtiles, très fortes. Bref, c'est assez sympa, ça mêle un peu de magie, un peu de tout ça. La jeune fille là, elle est trop bien dessinée, elle est trop charismatique et tout. La seule chose que je reproche, c'est que genre bon bah son ami qui va entre guillemets l'aider, c'est un blanc petit garçon. Pareil pour les adultes, et en fait au final c'est encore, je trouve, une reproduction de schéma qu'on a l'habitude de voir dans la fiction et qui m'a un peu déçue. Je m'attendais à que la petite fille s'en sorte toute seule. Et encore, moi j'aime pas trop les enfants héros, c'est pas ce qui me parle. Mais je m'attendais à que ce soit elle qui se débrouille toute seule, et en fait il y a plusieurs fois où elle a dû être sauvée par le grand garçon et le grand blanc qui vient la sauver. Enfin du coup j'ai un peu de mal avec ces tropes là, j'avoue. Et les dessins sont très beaux, mais j'ai un peu moins accroché au scénario. Il y a un peu de magie, il y a un peu tout ça. Il y a un amour très mimes en fait entre son père et elle. Enfin du coup ça, ces côtés là sont assez chouettes. Mais je sais pas, je suis sortie de la lecture en me disant c'est beau. Et en même temps je me rappelle quasiment pas de l'histoire. Enfin moi je déteste quand ça fait ça, ça veut dire que vraiment j'étais pas attentive. Et généralement je suis relativement concentrée quand je lis pardon. Et du coup ça m'a posé question, parce que comme je suis concentrée, pourquoi je m'en rappelle pas. Enfin bref, peut-être que le scénario était confus, je sais pas. Mais en tout cas j'ai pas accroché plus que de raison. Je l'ai fini parce que c'est rapide à lire, mais j'aimerais bien avoir vos avis si vous l'avez lu. D'ailleurs je repars bientôt en voyage avec mon camion, du coup je vais emmener plein de bouquins qu'il faut que je termine. Et ça me fait penser du coup que l'année dernière on est allé en Écosse et un peu perdu au milieu de nulle part, il y avait une boîte à livres. Et du coup bon bah bref, j'ai pris un des livres dedans qui s'appelle The Bruns, qui avait pas l'air folichon mais il m'a fait rire parce qu'il y avait marqué une famille écossaise heureuse qui rend heureux toutes les familles. Enfin je trouvais ça un peu mimes en fait comme idée. Sauf qu'en fait putain c'est écrit en écossais, et mon écossais, j'ai beau avoir vécu là-bas, il est un peu rouillé. Par contre j'aime bien le format comme ça, mais en fait je m'attendais à une histoire complète et c'est une planche, une vanne. Et au final j'aime pas du tout ce format et du coup j'ai pas réussi à accrocher plus que de raison. C'est le genre de truc où je vais juste regarder les images, mais en même temps dans celle-ci mais il y a fat de texte quoi. Donc bah au final je me suis retrouvée à pas vraiment le lire. Donc peut-être que je vais le ramener en Écosse pour aller le redéposer. Et alors là si vous me suivez sur Insta, vous m'avez vu râler. J'ai reçu en service presse La Révolution du no-sex de Magali Croce-Callisto aux éditions L'Observatoire. Parce que le titre m'intriguait en fait. Il y avait marqué petit traité d'asexualité et d'abstinence. Donc je me suis dit tiens, il y a enfin de la représentation asexuelle. Mais en même temps c'est mêlé à l'abstinence, qui sont deux sujets ultra différents. Enfin la sexualité c'est qui tu es, une identité etc. qui peut varier. Enfin il y a difficilement de généralité à faire. Et l'abstinence c'est quelque chose qui se choisit par foi, par conviction, par plein de choses, par envie. Et c'est deux choses différentes en fait, l'abstinence se choisit. Donc pour moi il y avait un parallèle très difficile à faire entre les deux. Mais bon au début je me suis dit bon bah vas-y je vais le lire. Alors trigger warning, LGBTQIA phobie, culture du viol et c'est déjà pas mal. Et en fait on se retrouve avec un texte, alors la personne se dit sexologue, psychologue et addictologue. Et du coup c'est... Au début je me suis dit bon bah vas-y ça va être une présentation de tout ce qui a été produit sur la sexualité, sur l'abstinence. Je me suis même dit peut-être que ça va permettre de dissocier les deux mots en fait et bien spécifier qui est quoi etc. Et en fait pas du tout, c'est ultra maladroit sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fois la psychanalyse qui est mentionnée, donc Freud, Lacan, des listes aussi d'échelles, de à quel point t'es homosexuel, enfin des trucs hyper violents à lire. Et en fait il y a beaucoup de paragraphes qui commencent par la sexualité, tout comme l'abstinence, blablabla, alors que je vois toujours pas le lien fait. En plus le texte il commence par oh là là, les jeunes ne font plus l'amour. Et au début je me suis dit bon bah elle va se servir de cette phrase de boumeuse en fait pour prendre le pendant et faire l'inverse tu vois. Bon en vrai j'ai lu que les 30 premières pages, j'ai pas réussi à continuer et je me suis dit bon à tout moment il y a un plot twist au milieu du livre et en fait elle dit l'inverse. Mais si c'était le cas en fait il aurait fallu mettre des trigger warnings parce que pour moi ça a été hyper violent comme lecture. Alors que d'habitude je suis pas du tout sensible à ce que je lis. Et il y avait 2-3 trucs intéressants, par exemple elle donnait de la visibilité aux hommes asexuels qui sont pas ceux qu'on représente le plus. Et du coup, mais après en fait les phrases étaient hyper maladroites, c'était à base de oui les hommes peuvent être asexuels, en mode oui ils peuvent ne pas penser qu'avec leur zizi. Et je trouve que c'est une redite des clichés beaucoup trop grosse en fait. Donc voilà, il y avait l'échelle de Kinsey par exemple qui était en plein milieu, genre en mode 0 t'es exclusivement hétérosexuel, 6 t'es exclusivement homosexuel et X t'es asexuel.
Donc au début je me suis dit bon c'est intéressant de savoir ce qui a été produit même au niveau scientifique sur ça, mais pareil en fait il mérite des trigger warnings, c'est hyper violent à lire quoi. Il y a des passages, je les ai pris en photo parce que vraiment ça me dépassait. Par exemple, l'abstinence est le fait de se priver de certains biens matériels ou de certains plaisirs. D'accord. L'action privative est considérée comme une pratique ou encore un comportement, mais en aucune façon comme une orientation ou un ressenti. Dans la plupart des cas, l'abstinence relève d'un choix, mais il est possible aussi que cette dernière soit le fruit d'un événement extérieur qui pousse à subir la situation. Et là, elle a ouvert la porte aux incels en fait. Et tous les témoignages que j'ai lus jusqu'à la page 30, hormis une femme de 60 ans, étaient des hommes qui avaient ce qu'elle appelait un célibat imposé, ce que je ne comprends pas en fait. Et pour moi, l'abstinence n'a rien à voir avec du célibat en fait, c'est pas la même chose. Quand t'es célibataire, tu peux te masturber, tu peux avoir des rapports sexuels, enfin en fait tout est hétérocentré et binaire et hétéronormé. En mode si t'as des rapports sexuels, c'est forcément quand tu es en couple et avec quelqu'un du genre opposé. Alors déjà, RIP toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas en tant que femme et en tant qu'homme dans ce texte. RIP les personnes bi, pan, etc. parce qu'elles sont complètement annihilées du discours. Elles sont mentionnées rapidement mais en vrai dans le fond elles sont pas du tout prises en compte dans toutes les généralisations. Et en fait tu peux être célibataire et avoir des plans cul, avoir des coups d'un soir, te masturber, enfin avoir un sex friend, enfin plein de choses, être en relation libre, enfin j'en sais rien, il y a 1 milliard d'options. Et en fait la sexualité ne relève pas du couple et c'est ce qu'elle dit en permanence en fait. Elle a mentionné plein d'hommes de la trentaine à peu près et qui disaient oui mais j'ai beau me mettre sur les applis de rencontre, j'arrive pas à concrétiser blablabla, du coup je suis célibataire par imposition. Oui, enfin non, enfin bref, on va pas parler des incels parce qu'ils ont déjà assez de place, mais renseignez-vous si vous ne savez pas ce que c'est. J'ai la flemme d'expliquer parce que c'est un peu... voilà. Et du coup, on avait des phrases telles que « Dès lors, nous pourrions émettre l'idée que l'abstinence passe d'un interdit inquiétant et dangereux, voire tabou, à une fonction protectrice et sacrée, totem, en référence au célèbre titre de Freud. » Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Donc voilà par exemple un exemple, on avait Maxime, 34 ans, qui après 3 ans de célibat imposé se pose des questions sur ses facultés de séduction. Incel. Surtout qu'encore une fois on parle d'un traité sur la sexualité et sur l'abstinence. En fait moi j'ai pas envie de lire un traité sur les incels, sauf si le livre s'appelle Petit traité dans la tête des incels, et là peut-être que j'aurais envie de le lire si ça m'intéresse. Mais là en l'occurrence j'ai envie de lire quelque chose sur la sexualité et l'abstinence, et on parle de mecs cis hétéros qui sont célibataires parce qu'ils n'arrivent pas à pécho sur Tinder. Alors j'entends, mais c'est pas du tout le même livre en fait. Et alors là après elle a utilisé l'argumentaire des victimes de viol qu'on n'écoute jamais, hein, sauf dans ce genre de moment manifestement. Donc là je vous cite. Là, stop, déclare ainsi Chantal dans le documentaire No Sex. Une patiente se confie, après le traumatisme d'un viol, je suis devenue incapable de faire confiance à qui que ce soit. L'idée du moindre contact charnel avec quelqu'un me faisait horreur. Je ne voulais plus qu'une chose, qu'on arrête de me poser cette question sur l'amour ou le sexe, et qu'on nous laisse tranquille, moi et mon corps. Grâce à ce type de témoignage, il est évident que l'absence de sexualité s'inscrit davantage du côté de la vie que l'on tient à préserver, à penser, à protéger, plutôt que du côté de l'asphyxie du désir qui mènerait à la pensée d'une pulsion mortifère. Au secours. Alors là, je vous joue la carte de je suis victime et je suis as. Enfin, en fait, je trouve que ces formulations sont hyper maladroites. Il y a des raccourcis faits hyper dangereux, je trouve, dans le discours populaire. Et moi là ça m'a mis hyper mal à l'aise. Surtout en tant que personne concernée, je me suis dit tiens enfin il y a de la représentation. Et en fait non, elle est pas du tout bonne en fait, parce qu'il y a tellement de nuances dans la sexualité et là elle est pas du tout nommée. Et faire le raccourci entre abstinence égale personne qui n'arrive pas pécho et qui est en célibataire imposé, ou asexualité victime de blablabla, c'est chaud hein. Les hommes ne réagissent pas aux séparations comme les femmes, explique-t-elle. Ce qui se traduirait par une polygamie compensatoire d'un côté et une chasteté réparatrice de l'autre. Les femmes se répareraient donc plus facilement dans l'abstinence ou la sexualité, alors qu'en multipliant les conquêtes post-rupture, les hommes trouveraient un renforcement narcissique propice à la cicatrisation de leurs égos. En fait, n'importe quoi. Et en fait, le fait de se réparerait plus facilement dans l'abstinence ou la sexualité. Mais la sexualité, ça ne se choisit pas en fait, c'est une identité, c'est qui on est, comment on est. Tout est violent en fait à lire, tout est hyper violent et tout est... bref. Mais les statistiques confirment la tendance. Des inégalités genrées existent quant à l'accès au plaisir. 90% des hommes déclarent obtenir un orgasme à chaque rapport, contre seulement 16% des femmes. Cela pousse de nombreuses femmes à faire le choix de l'abstinence. Cela pousse de nombreuses femmes à changer de partenaire, se masturber ou en avoir rien à foutre en fait.
ou à l'abstinence bien sûr. Et alors là il y a eu un listing. Une autre donnée vient confirmer ce que l'on évoquait au début de l'ouvrage sur la possibilité d'être une personne asexuelle et ou abstinente tout en ayant parfois des rapports sexuels, puisque 14% déclarent faire l'amour pour d'autres raisons que celles du désir ou d'un plaisir personnel. Ces autres raisons sont souvent les suivantes. Là elle liste plusieurs raisons qui poussent donc les personnes asexuelles ou abstinentes à avoir des rapports sexuels quand même. Et bref, plein de raisons qui sont tout à fait valables. Et là au milieu de tout ça, qu'avons-nous? Une petite culture du viol avec un petit viol conjugal. Je vous cite donc la raison, le tiret. Par fatigue d'expliquer son refus auprès d'un partenaire qui ne veut pas entendre ni comprendre, mieux vaut accepter un rapport de 5 minutes plutôt que de justifier mon manque d'envie pendant des heures et subir un mari ronchon ensuite. Autre tiret. Par peur des représailles ou des conséquences négatives d'un refus. Cela relève de la violence psychologique ou physique. Alors le deuxième, oui, être précise. Et celui d'avant, non. Donc on part sur un viol conjugal et c'est normal parce que monsieur va être ronchon, on va se forcer à avoir un rapport alors qu'on est as ou abstinent. Et bref, ça me gave. Franchement, ça me gave. Je me suis arrêtée à la page 34 ou 35 parce qu'en fait, à partir de cette mention de viol conjugal, j'ai eu la gerbe en fait. J'ai eu premier degré, une montée là. Et je suis pas du tout sensible aux écrits. Et là, en fait, c'était trop pour moi. Encore une fois, je te dis, ça se trouve, l'autrice fait un plot twist au milieu, et tant mieux, mais alors l'introduction est ultra maladroite, en fait. Il faut préciser, quand elle parle de viol conjugal, que c'est pas normal, en fait. Enfin, bref, tous les exemples étaient hyper mal choisis, tout... Et encore une fois, si le but c'est de retourner tout, et tant mieux à ce moment-là, parce que elle a envie de piéger les personnes qui ne comprennent pas ça en leur donnant un texte qui pourrait les appâter pour ensuite finalement leur donner une réalité vraie, tant mieux. Mais par contre pour les personnes concernées qui sont déjà en cours de déconstruction, des trigger warnings seraient le minimum parce qu'en fait en tant que personne ayant subi plus en tant que personne concernée par l'un des deux sujets, c'est violent en fait d'être représenté de la sorte, c'est vraiment violent et c'est pas juste et c'est pas vrai. Donc si vous avez des textes, des essais, des témoignages même de personnes as ou abstinentes, parce qu'il y a plusieurs témoignages possibles et du coup moi ça m'intéresse de voir le quotidien de plusieurs personnes parce que c'est ce que j'aime lire, conseillez-les moi en commentaire. Par contre si vous avez lu ce texte, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi il a été vraiment ultra difficile à lire et pour moi hardcore vraiment. En 2023 je comprends pas. Et parce qu'en ce moment j'aime lire des trucs joyeux, j'ai aussi lu le pilon que j'avais gardé qui s'appelle Primo Levi de Matteo Mastragostino et Alessandro Rangaschi. Donc c'est une bande dessinée sur Primo Levi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et au final j'ai pas du tout aimé le scénario, j'ai pas du tout accroché. Alors les dessins j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment des dessins avec des petits traits comme ça très chargés, c'est vraiment ce que j'aime moi au niveau des bandes dessinées. Et en fait c'est Primo Levi qui se rend dans des classes pour faire des interventions au sujet de sa déportation à Auschwitz. Et du coup voilà, il présente ça à des élèves, avec des élèves qui ont des questions hyper maladroites, qui se moquent parfois, etc. etc. Beaucoup d'émotions. Et en fait au final je me suis dit mais je préfère lire son témoignage que de lire une représentation d'une intervention à l'école. Je sais pas, ça me parle assez peu en fait au final. Et j'ai très peu accroché à ce livre alors que je pensais que j'allais aimer. En fait au final, bof, je suis restée un peu sur ma faim. Le sujet est important, le devoir de mémoire toujours autant. Mais là la BD je trouve qu'au niveau du scénario a peut-être pas été autant travaillé que ce que j'aurais aimé. Et j'ai vraiment pas accroché en fait. Donc voilà. Bref, fin des bougons, je vous ai préparé toutes ces vidéos en amont parce que cet été je suis en voyage. Vous pouvez me suivre donc sur Insta, TikTok, Twitter, bref un peu partout parce que je poste beaucoup sur ce que je fais quand je voyage. Il y aura des vidéos qui viendront sur le sujet après quand je serai enfin rentrée dans mon appart et que je pourrai faire du montage. Mais là en fait en voyage je voulais pas emmener mon PC et qu'il crame dans mon camion avec la chaleur qu'il fait. Bref, en attendant merci de suivre ces vidéos. Là quand je tourne cette vidéo on est 628 sur la chaîne et du coup merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir que vous écoutiez mes bougonneries, mes râleries et mes 2-3 envies du quotidien. Si vous avez des envies de vidéos, des choses, par exemple une update santé mentale parce que là ça a beaucoup changé, il y a beaucoup de choses qui m'ont changé d'ailleurs dans ma vie, je vais vous en parler. Il y a 2 grosses vidéos que j'ai envie de vous faire et qui vont prendre un peu de temps. Si tout se passe bien, une qui concerne mon corps et une qui concerne mes livres. Donc voilà, 2 sujets totalement différents mais qui sont tout aussi importants l'un que l'autre pour moi. Si vous avez deviné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qui sait. En attendant, merci beaucoup pour votre bienveillance, pour les DM que je reçois après chaque vidéo, pour vos commentaires, pour vos likes et tout. Enfin ça me fait vraiment plaisir et c'est ça qui m'aide à progresser sur YouTube, TikTok et Insta parce que c'est vraiment
pas tous les jours facile, j'ai l'impression de beaucoup ramer mais c'est normal, enfin je suis personne. J'espère que votre été se passe bien, n'hésitez pas à me raconter ce que vous faites de l'été dans les commentaires et en tout cas merci beaucoup encore une fois d'être là et de partager avec moi.